Salut, moi c'est Léa Rami, je suis salariée de la Frapna Ardèche, qui est une association de protection de la nature basée en Ardèche. Et moi c'est Lorraine Deltel, une collègue de Léa à la Frapna. On va pas trop me voir sur la vidéo puisque c'est moi qui m'occupe de la réaliser. Et moi c'est Frédéric, je suis président de cette association. Et on va essayer de vous faire du mieux qu'on peut une petite vidéo pour dire quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, qui est que évidemment le monde est bien inquiétant dans la façon dont les événements se déroulent, mais que en même temps il y a beaucoup d'espoir et que la période que nous vivons est certainement la plus passionnante de toute l'histoire de l'humanité, à une seule condition, et c'est l'objectif de cette vidéo, de le montrer, c'est que on évite la violence et tout ce que cela implique, cette violence qui risque d'arriver, et on va essayer de montrer pourquoi, mettrait un terme à tous ces espoirs que nous avons et que j'espère nous avons tous. Et pour faire ça, on va faire travailler ensemble des vieux qui ont une longue vie d'expérience, de travail et de réflexion. C'est moi, mais pas que moi. Et évidemment, on va mettre des jeunes, d'abord parce que c'est les plus concernés, c'est eux quand-même qui ont le plus grand potentiel d'avenir et les plus grands espoirs à avoir, et puis parce qu'ils ont plein d'idées, plein d'énergie que nous, on n'a plus trop. Et bien ensemble, ça devrait faire une mayonnaise qui devrait prendre. Mais pour tout ça, il faut qu'on s'y mette rapidement, et rapidement ça veut dire maintenant pour pouvoir continuer à garder cet espoir. La première chose sur laquelle on veut insister, et on verra que c'est très important, c'est la notion d'exponentielle. Alors évidemment, tout le monde sait ce que c'est qu'une exponentielle, mais tout le monde ne perçoit pas ce que ça représente vraiment. Une exponentielle, on a une très longue période où rien ne se passe pratiquement, ou très peu de choses. C'est vraiment une très longue période, et puis brutalement, ça monte, et ça monte vers l'infini. Et cette petite partie, ça représente presque rien dans l'évolution de l'exponentielle. Et pour ça, pour essayer de l'illustrer un petit peu, on va prendre quelques exemples. De l'homme de Néandertal à 2,5 milliards d'hommes, il a fallu 500 000 ans. Et ensuite, pour faire la même chose, donc passer de 2,5 milliards à 5 milliards d'hommes, il a fallu seulement 37 ans. On prend un deuxième exemple qui était l'exemple favori de mon ex-ami Albert Jacquard, qui racontait l'histoire du nénuphar en disant voilà, on a un grand lac, puis on met un nénuphar. Et ce nénuphar, il a la propriété de se diviser, c'est-à-dire en fait de se multiplier tous les jours. C'est-à-dire que tous les jours, un nénuphar fait 2 nénuphars. Au bout de 50 ans, la moitié du lac est couverte de nénuphars. La moitié du lac, il y a encore plein de place. Et on demande combien de temps il faut pour que le lac soit entièrement couvert. Réponse ? Réponse, 1 journée. Ça, c'est pas tout à fait intuitif, même si tout le monde sait comment marche une exponentielle. Il faut comprendre que la fin d'une exponentielle, il ne se passe pas grand-chose et tout à coup, c'est terminé. Et en fait, c'est un petit peu la clé de ce qui se passe maintenant et de l'avenir dont on parlait tout à l'heure. On va aller puiser dans les travaux d'un philosophe qui s'appelle François Meyer, avec qui Frédéric a beaucoup travaillé et qui s'intéressait notamment à l'évolution des technologies. Ici, on a une courbe qui retrace l'habileté avec laquelle les humains préhistoriques taillaient le silex. C'est l'indice classique de Leroy-Gourhan, qui est la longueur du tranchant obtenu par kilo de silex, et ici en fonction du temps. Et surprise, c'est une exponentielle. Et donc, exponentielle, ça veut dire que, effectivement, pendant une très très longue période, eh bien, la technique de taille du silex et de la pierre en général évolue très très peu. Et puis, brutalement, comme on le voit, la courbe part vers l'infini. Et tout en haut de cette courbe,
on a Alex, là, le tailleur de silex, extrêmement fier et qui contemple son œuvre. Son œuvre, ça peut être par exemple ces merveilles que sont les lames de Volgu. Alors je ne sais pas si c'est vraiment les dernières qui ont été produites dans l'évolution, on n'est pas silexologue, on s'en fout, c'est pas le problème. Mais c'est vrai qu'à cette période, on a fait des choses absolument merveilleuses et qu'Alex contemple émerveillé. En fait, c'est plutôt Alexandra qui taillait les silex, pendant qu'Alex, lui, il allait les vendre au marché. Et Alexandra, elle se dit qu'elle laisse une technique prodigieuse aux générations futures. Mais le problème, c'est que les générations futures, elles ne taillent plus le silex. Enfin, si, elles taillent encore un peu le silex, mais la courbe de l'évolution n'est plus très régulière et la technique décline. Et ça, c'est quand même un trait qui est constant dans l'évolution des technologies, et on va le voir. C'est que quand on sait très bien faire quelque chose, eh bien, on ne continue pas à le faire, on arrête de le faire. Si on y réfléchit un peu, dans l'époque moderne, on sait faire très très bien beaucoup de choses. Peut-être que ça mérite réflexion. Avant de passer à la suite de l'évolution technologique, on s'arrête un petit peu là-dessus. Et pour essayer de comprendre, se mettre dans la tête d'Alexandra, qui n'imagine absolument pas que quelque chose d'autre peut exister que ce que la culture, sa culture, lui a appris à faire. Et pourtant, dans ce même temps, quelque chose d'autre émerge, ce quelque chose d'autre étant le travail du bronze. Comment imaginer le travail du bronze lorsque on a été entièrement façonné par une culture dans laquelle cette activité-là n'existe pas? Ça va être, c'est ça, cette notion-là est extrêmement importante et on la souligne d'emblée. On va la retrouver effectivement dans l'évolution technologique et en reprenant les travaux de François Meyer qui montrent comment se déroule cette évolution technologique par courbes successives. Et disons-le tout de suite, dans la courbe la plus générale que nous sommes en train de vivre, quelque chose d'autre existe qui est déjà un peu là. Ça s'appelle pour nous l'espoir. Bon, finalement, la fin du silex, c'était la fin d'un monde, mais pas la fin du monde. Et c'est ça qui nous intéresse particulièrement, parce qu'en ce moment, on vit la fin d'un monde, d'une manière assez particulière, certes, mais en tout cas, c'est pas la fin du monde. Enfin, pas nécessairement. Pas nécessairement, mais à condition qu'on s'y mette rapidement et à fond. Bon, bah vu que je suis là, je reste un petit moment, je voulais juste vous citer un article de Kenneth Boulding qui a écrit dans Le Monde « Toute personne croyant qu'une croissance exponentielle peut durer indéfiniment dans un monde fini est soit un fou, soit un économiste. » Et ça, quand même, c'est une évidence. Et la conséquence de ça, c'est que quand on arrive à cette phase quasi verticale de la courbe exponentielle, eh ben, on est à presque ça d'atteindre l'infini, sauf que par définition, l'infini est inatteignable. Et du coup, ça provoque un arrêt de ce processus. Le processus s'arrête. C'est effectivement ce qui s'est passé dans le passé et c'est ce que l'on vit actuellement. Et je laisse Léa expliquer, elle le fera bien, mais moi, je retourne à ma caméra. Ce qu'a montré François Meyer, c'est qu'après une très longue époque où la technique était centrée sur la matière, on rentre dans une époque où la technique est plus centrée sur l'énergie. Ici, on vous montre une courbe qui représente l'évolution des puissances motrices, ou qui commence en moins 2000 avec l'énergie animale, et qui, selon une courbe exponentielle, se continue avec l'énergie physico-chimique. Et on ne le voit pas sur la courbe, mais on pourrait la continuer avec la puissance nucléaire, qu'on ne cherche plus aujourd'hui à augmenter. Donc cette courbe, c'est bien arrêté. Et donc à ce moment-là, ce que François Meyer, et on est en 1950, François Meyer dit, on a eu l'évolution centrée sur la matière, on a eu l'évolution centrée sur l'énergie. Quelle est la suivante, puisqu'on sait qu'on arrive à la fin de cette courbe comme Léa nous l'a montré. Et François Meyer dit, dans un objet, il y a de la matière, de l'énergie et de l'information, donc on entre dans l'ère de l'information, ce qui était quand même pas mal trouvé, encore une fois en 1950.
Et effectivement, si on prend la courbe d'évolution de quelque chose qui est caractéristique de cette évolution de l'information et qui est la puissance des microprocesseurs, eh bien, on a encore une fois une exponentielle et une exponentielle qui se termine, et se termine manifestement. Et ça, ce n'est pas une découverte. Les scientifiques ont cherché même à quantifier le moment où la courbe s'arrête, et c'est très bientôt. Et on sait déjà qu'une autre courbe, là, prend le relais, qui est autre chose que la puissance des microprocesseurs, et qui est l'informatique quantique, qui va être une courbe qui succède à celle des microprocesseurs et qui termine cette évolution de l'information, de l'évolution de l'information. Parce qu'effectivement, ces évolutions dont on a parlé jusqu'à présent sont toutes faites de différentes croissances, plus ou moins exponentielles. Alors maintenant, ce qu'on aimerait voir, après toutes ces évolutions des principales caractéristiques de ce qui fait notre monde, ce qu'on aimerait voir, c'est une représentation globale de l'évolution technoscientifique, puisque la technoscience, c'est ce qui va structurer, c'est ce qui structure notre société. Et donc, on a intérêt à avoir un paramètre qui reflète cette évolution technologique globale. Alors, le paramètre qu'on a trouvé, c'est la démographie, puisque la démographie est directement liée à cette évolution technologique avec les capacités qu'elle engendre. Surprise, la courbe d'évolution démographique, eh bien c'est encore une exponentielle. On voit ici cette courbe avec cette explosion finale dans laquelle on est, et qu'on se rappelle des nénuphars de tout à l'heure, parce que effectivement une croissance comme ça est inquiétante par elle-même. Et on voit aussi encore plus sur la droite l'évolution du taux de croissance. Et cette évolution du taux de croissance démographique, il est lui-même exponentiel, jusqu'à un certain point. Ce certain point, c'est à peu près aux années 70, où là on a une évolution qui se produit. La démographie continue à être croissante, mais d'une façon moins régulière, moins prévisible, et le taux de croissance, lui, n'est plus en croissance exponentielle. Et ceci marque quand même, selon nous, évidemment, bon, ça peut se discuter, cela marque le début de l'enrayement du système qu'on pourrait appeler socio-culturel, qui est derrière toutes ces technologies. Donc on sait que le système dans lequel nous sommes, enfin on peut penser que le système dans lequel nous sommes commence effectivement à s'enrayer. Et ceci déjà depuis 70. On est vraiment maintenant au cœur du changement, on pourrait appeler changement de société, peu importe. Changement, nous on l'appelle le changement culturel, la métamorphose culturelle. L'autre chose qui va nous intéresser dans cette courbe, c'est une encoche qui a lieu à peu près au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, on a la peste noire. La peste noire met la moitié aux 2/3 des Européens sur le carreau. Et on voit que la courbe décroît. Et on pourrait se dire, une fois qu'elle est en bas, elle va reprendre comme elle était au même niveau, et que l'évolution va recommencer. Et on voit que pas du tout. Il y a un rebond qui vient corriger la perte démographique.
Il met un certain temps. On est au Moyen-Âge, le taux de croissance de la population n'est pas très fort, donc ça prend quand même un temps certain, mais on a une réparation quantitative du nombre d'individus, comme si finalement rien ne s'était passé. Et ça, on a la même chose après toutes les guerres jusqu'à présent, où on a un rebond qui suit l'arrêt de ces pertes humaines et qui vient les corriger. C'est la même chose pour les grandes épidémies, etc. Donc finalement, ça montre un point qui est très important à comprendre, qui est la résilience du système, à savoir que le système, il a une dynamique qui lui est propre, et si artificiellement, je veux dire de l'extérieur, on vient perturber ce système, il va reprendre sa trajectoire normale une fois que la perturbation a cessé. Pourquoi est-ce que c'est très important? Parce qu'on a un certain nombre d'actions qui sont par exemple soit des actions militantes, soit des actions de dirigeants qui visent à corriger des effets néfastes, jugés comme tels, du développement technologique. Par exemple, le réchauffement climatique, eh bien, on va créer des énergies renouvelables, dans le meilleur des cas. Bon. On a un effondrement de la biodiversité, on va s'occuper de préserver tel papillon, telle zone humide. C'est-à-dire qu'on va directement essayer de corriger les expressions du système. Et on l'a vu, le système est suffisamment résilient pour finalement passer outre ces corrections et poursuivre son effet destructeur, parce que c'est la dynamique du système qui est destructrice du monde vivant. De fait, on en est à la COP bientôt 860 et on n'a pas changé l'évolution du climat. On en est à je ne sais pas combien de résolutions internationales, on n'a pas changé l'effondrement de la biodiversité. Pourquoi? Parce qu'on ne s'occupe que des expressions du système. Et nous, militants, par exemple nous, FRAPNAM, militants associatifs pour la protection de la nature, ce que nous faisons, c'est de nous occuper de telles zones humides ou de telles sauterelles. Et bien sûr, il faut le faire, mais ça n'a pas d'effet qui soit, entre guillemets, durable, en tout cas qui soit adéquat par rapport à la situation moderne. Alors à ce point, il faut faire un retour en arrière pour comprendre la situation moderne. Si on reprend cette phase du baby-boom de la dernière guerre, baby-boom dont je fais partie, il y a eu une altération du nombre de personnes. Et ce nombre, on l'a vu, a été rectifié. C'est très impressionnant quand on prend, et j'ai ici la courbe qui montre le taux de croissance à cette période, le taux de croissance démographique, pas la courbe démographique, mais le taux de croissance, on voit qu'il chute au moment de la guerre, et il est presque vertical, et il répare, mais en un temps record, le déficit démographique. Et on peut se dire, ben voilà, les citoyens se sont dit, ben il manque N personnes dans notre pays, et donc ben moi je vais faire 4 bébés, et puis toi t'en fais 3, toi t'en fais 6, et puis on fait le total de façon à cadrer. Ben, bien sûr que ça ne s'est pas passé comme ça. Et ça c'est très important, ça veut dire que le système, lui, il se répare à travers les comportements individuels. Et là, on va me dire, oh là là, libre arbitre. Ça n'entrave pas le libre arbitre. Ça veut dire simplement que le système est capable, pour assurer sa dynamique, de canaliser, de conduire, de restreindre ce libre arbitre de manière à ce que sa dynamique reste
inchangé. C'est évidemment extrêmement important parce que on se dit que dans l'époque moderne, où le système, lui, disons le mot, s'effondre si on veut, ou en tout cas s'achève, et qu'une autre courbe évolutive est en place. Et ceci est fondamental, bien sûr, puisque c'est notre espoir, encore une fois, cette courbe évolutive d'un monde nouveau. On est comme après le silex, comme après tout ce qu'on a vu. C'est quelque chose de nouveau qui émerge. Alors, ce nouveau, c'est quoi? C'est quelque chose qui vient prendre la place de notre culture occidentale mondialisée, finissante, qui émerge des activités de toute la société et qui, bien entendu, a tous les défauts de quelque chose qui est en émergence, c'est-à-dire que c'est chaotique, contradictoire et fouillis. Et c'est tout à fait normal. Donc tout cela serait pour le mieux, tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes, c'est-à-dire qu'effectivement on abandonne une culture pour une autre. C'est enthousiasmant, comme on l'a dit, parce que c'est quelque chose qui se développe non seulement sous nos yeux, mais avec nous, qui demande, puisque on est tous dans le même bateau, et ça c'est la première fois dans l'histoire du monde, que la totalité de l'humanité est concernée par une transition qui doit aboutir, ou sinon effectivement ça se passe très très mal. Et donc on peut mettre en commun tout ce qu'on a de meilleur et nous trouvons que c'est un moment absolument fabuleux à vivre. Mais il y a tout de même un certain nombre de conditions pour que ces choses se passent bien. La première chose, c'est que l'abandon d'une culture, eh bien, c'est l'effritement du soi. Comme on l'a vu avec Alexandra qui n'imaginait pas autre chose que son silex, nous n'imaginons pas autre chose que la culture dans laquelle nous vivons. Et c'est pourquoi beaucoup de gens sont extrêmement pessimistes et estiment qu'on est dans une impasse. Et c'est vrai que si on continue dans les termes de la culture dominante, du paradigme dominant, comme on dit, eh bien, c'est effectivement une impasse. Nous avons vu que cette impasse n'est qu'une illusion d'optique et qu'elle débouche sur quelque chose qui doit être viable. Et donc ce passage qui effectivement est passionnant, ce passage-là, il est effectivement pavé d'un certain nombre de dangers majeurs qui feraient que effectivement on ne puisse pas arriver à faire cette transition culturelle, cette métamorphose culturelle comme nous l'appelons. Alors la première des choses, c'est que ce changement s'accompagne d'une dissolution culturelle et donc d'un effritement de soi, de la notion de soi, puisque nous sommes issus, constitués par notre culture, par les liens que nous avons, les liens sociaux que nous avons, et tout cela est donc chamboulé. L'obstacle majeur qui puisse arriver, c'est effectivement ce que nous cherchons à éviter, c'est l'émergence d'une violence réactionnelle. Violence réactionnelle, c'est-à-dire pas parce que j'ai envie de piquer ton portefeuille, mais c'est simplement parce que j'ai une perte du moi, de mon identité, et qu'à ce moment-là, eh bien, ou bien je me recroqueville et je me mets sous le lit, ou bien je sors et je tue quelqu'un. Alors ça, on le connaît dans des cas qui sont localisés, alors que bien sûr ici, notre problème, c'est qu'on parle d'une situation mondiale, dans des cas localisés de guerre par exemple, pas seulement, mais dans ces guerres comme par exemple en Libye actuellement, ou comme on a eu au Rwanda, ou en ex-Yougoslavie, où les gens vivent dans un effritement de leur réseau relationnel et du sens,
eh bien ils deviennent des gens absolument normaux et très sympathiques, deviennent des monstres. Et ça, il faut bien comprendre que n'importe qui peut devenir un monstre. Si on prend par exemple le cas en Libye actuellement, vous avez des exactions épouvantables qui sont commises par un nombre énorme de gens. Ce nombre énorme de gens, ça ne correspond pas au nombre de sadiques pervers qu'il y avait dans la société avant. C'est bien supérieur. Ça veut bien dire que ce sont des gens normaux, c'est vous et moi, qui sont devenus des monstres. Et c'est effectivement cette transformation qu'il faut absolument éviter. Et c'est tout de même ce qu'il y a de plus facile à éviter. Beaucoup plus facile que les conséquences du changement climatique. On est dans quelque chose que l'être humain est capable de contrôler s'il le sait. S'il a conscience que dans des circonstances comme celles que nous sommes en train de commencer à vivre, il peut avoir une réaction de violence réactionnelle, eh bien, on peut s'habituer à contrer et ne pas aller dans ce sens. Il y a un deuxième écueil qui est plus compliqué à comprendre mais qui est très important. On l'a vu tout à l'heure avec la réparation démographique après-guerre, après n'importe quelle guerre. Chacun garde son libre arbitre, c'est tout à fait clair. Mais, par contre, il est conditionné par le système. Et le système actuel, comme on l'a dit, il est en train de s'achever. Alors il s'achève, selon certains, d'une manière passive, selon d'autres, dont moi, d'une manière active. C'est-à-dire, je pense que quand un système arrive à sa fin, comme un système cellulaire par exemple, ou un individu, eh bien il se suicide. Mais peu importe, dans les deux cas, les individus constitutifs de cette société qui s'achève vont être les acteurs du changement. Et nous sommes dans une société, nous sommes dans une culture qui s'effondre. Et nous ne sommes pas encore constitués par ce qui suivra et qui aura une certaine forme que l'on ignore. Nous sommes donc, au moins en partie, les acteurs de la fin de ce système culturel. Et ceci demande une attention particulière, car on peut, avec de très bonnes intentions, précipiter le mouvement de violence réactionnelle dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en pensant agir d'une manière positive pour la société et pour le devenir de l'humanité, on peut parfaitement contribuer à cette horreur généralisée que serait cette violence réactionnelle. Ceci demande une réflexion dédiée, commune, profonde et sans a priori. La violence réactionnelle dont parlait Frédéric, il faut absolument s'entraîner pour lutter contre, et c'est-à-dire ne pas se laisser aller à des actions de violence et surtout développer des actions de solidarité. Ça ne suffit pas, bien que ce soit très important. Et il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que les actes prennent leur sens et se décident dans des contextes qui sont des contextes théoriques. Et on a trop tendance à négliger ce contexte en disant que la théorie c'est d'une futilité, alors qu'ils sont le fondement même de nos actions. Et cette théorie, elle change en ce moment, elle doit changer, puisque si on agit dans le cadre de la culture dominante finissante, eh bien on n'a aucune espèce de chance d'aboutir à quelque chose de cohérent. Donc la réflexion théorique n'est pas anodine, elle est majeure. C'est ce que nous avons commencé à faire depuis quand même 20 ans dans un programme qui s'appelle la métamorphose culturelle, mais nous ne sommes pas les seuls évidemment à réfléchir à ces questions théoriques. Elles sont, vraiment j'insiste, indispensables si on veut éviter une cacophonie délétère.
Alors voilà, dans cette vidéo, on vous a parlé de transition culturelle majeure qui concerne l'humanité tout entière. Et on a décidé ensemble de l'appeler la Grande Épopée. Et bien sûr, vous êtes tous conviés à y participer.